Hogwarts, cours de développement personnel. D'ailleurs, je ne suis pas forcément partisan des cours de développement personnel. Je sais pourquoi c'est ma philosophie là-dessus sur le sujet. D'ailleurs, ne l'appliquez pas. Je ne dis pas de l'appliquer. Faites ce que vous voulez. Le meilleur développeur personnel, c'est soi-même, donc. Et si soi-même on est nul, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui nous conseille, sinon. Si on sait qu'on n'y arrive pas, on peut trouver aussi quelqu'un d'autre. Le mieux, c'est de se connaître soi-même, selon moi. Alors, je ne vais pas vous sortir ça. C'est pas ça mon cours. Mon cours sur le développement personnel, surtout en matière de... C'est même plus que développement personnel. C'est un cours de sport et musique, voilà, on va dire ça. Tu veux faire du sport? C'est de la psychologie, voilà. C'est plutôt un cours de psychologie. Tu veux faire du sport et tu veux faire de la musique. T'aimerais être bon en sport, t'aimerais être bon en musique. Et tu te demandes comment faire, là. C'est quoi? Pourquoi? Parce que souvent tu commences et t'aimerais être bon dans 6 mois pour draguer la copine à la plage. C'est ça, hein? Si tu fais du sport pour être bon dans 6 mois, t'es pas sportif, hein. Si tu te mets à la guitare pour jouer Wonderwall dans 6 mois à la plage, non, non, t'es pas un musicien. T'es un pan, t'es juste un pan qui fait la parade à sa copine. C'est ça que t'es un pan. T'es un animal, le pan. C'est ce que t'es. T'es un animal. Un pan qui veut faire la parade amoureuse. Alors, quelqu'un qui veut se remettre à sport en remise en forme, je dirais, ça n'existe pas la remise en forme. C'est des conneries. Tu te remets pas en forme, tiens, je reprends le sport, 6 mois de sport, ça n'existe pas. Soit tu es sportif, soit tu l'es pas. C'est comme musicien. Soit tu es musicien, soit tu l'es pas. Et c'est pas tes gènes qui le définissent. C'est pas tes potes, c'est pas la mafia avec une porte d'entrée qui dit toi tu viens pas à donner les musicos, ça te laisse pas rentrer là. Et souvent c'est comme ça qu'on voit les choses. Quand tu dis que tu veux faire de la musique, tu auras tout le club des musiciens qui va se mettre devant toi qui va dire ah t'es nul, viens pas là. Façon de la boîte de jazz là. En plus c'est vrai, ça se passe vraiment comme ça. Ils sont vraiment comme ça les musiciens parce que c'est des abrutis. Et ceux qui font ça, c'est même pas les pros, c'est pas les bons. C'est les guignols qui font ça. Ah, tu viens pas chez nous, c'est nous les musiciens, toi tu rentres pas. Ils le font vraiment en plus. Et les sportifs, c'est pareil. Mais c'est les nuls qui font ça. C'est les blaireaux. Donc, qu'est-ce qui définit qu'on est sportif? C'est pas les gènes, c'est pas un club avec une poste d'entrée. Ou musicien, je veux dire. C'est quoi? C'est pas le fait de le faire pendant 6 mois pour aller voir sa copine à la plage, non. Ce qui fait qu'on est sportif ou qu'on l'est pas, qu'on est musicien ou qu'on l'est pas, c'est le fait de le faire tout le temps. Toujours. De toujours y revenir. Tu reviens toujours. C'est comme ça. C'est comme certains sont dans la couture. Il y a des filles qui sont dans la couture, des hommes aussi, mais c'est moins fréquent. Ils sont dans la couture depuis l'enfance. Elles y reviennent tout le temps. Elles ont une machine à coudre. Elles reviennent à faire de la couture. Mais à la fin, elles ne sont pas des couturières professionnelles, c'est sûr. Mais c'est leur truc quand même. Tu vas pas dire, toi, t'as jamais fait de couture. Non, non, elles font de la couture tout le temps. Là. Et là, ils font du sport tout le temps. Ouais. Et pourquoi c'est important ce point-là? Donc il y en a beaucoup, finalement, ils sont sportifs quand on y pense. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas. Il y en a, ils veulent se remettre en forme. Et là, ils veulent se remettre en forme. Et c'est là que je pense que c'est l'erreur. Tu veux te remettre en forme, souvent t'as pas. Tu t'es laissé aller, t'as un surpoids, ou t'as des maladies, et tu dois faire du sport pour reprendre un peu de dynamisme. Et là, je pense que c'est l'erreur. C'est pas une remise en forme qu'il faut faire, c'est pas ça. C'est te poser des questions. Est-ce que t'as fait du sport par le passé, tu t'en rappelles? T'en as fait quand t'étais enfant, t'en as fait quand t'étais plus jeune? T'en as déjà fait par le passé, du sport? Est-ce que tu vas en faire dans le futur? Tu peux très bien n'avoir jamais fait et te dire bon, je change. J'en fais dans le futur. Est-ce que tu te projettes à faire du sport plus tard? Ou est-ce que c'est temporaire, pendant 6 mois tu vas faire du sport? Là, tiens, pendant 6 mois je vais jouer de la guitare. Et tant que je vais me. Non, tu fais pas de la guitare. Tu décides pas à 40 ans, tiens, pendant 6 mois je vais faire de la guitare. À 18 ans, ça arrive souvent qu'il y en ait qui parlent. Ils disent pendant 6 mois je vais faire de la guitare. Ouais, je vais faire de la guitare pendant 6 mois. Le temps de draguer la minette à la plage et c'est bon. Et là, ils le font des fois. C'est assez ridicule, bon, il y en a qui le font. La plupart du temps, ceux qui se mettent à la musique quand ils sont jeunes, bah, ils continuent, je pense. La plupart continuent. C'est souvent pour faire de la musique qu'on fait de la musique. Enfin, je vois les choses comme ça. Je pense pas qu'on se mette au sport pour draguer la copine. Hein. Euh, je crois pas, en fait. Je pense pas.
Je pense qu'on se met en sport d'abord pour soi-même, parce qu'on aime ça, qu'on a besoin d'un truc, qu'on a besoin de se dynamiser. Et donc là, tu as besoin de te remettre en forme, donc tu as besoin de te dynamiser, tu t'en rends compte. Tu te dis, ouais, et je pense que tu as raison, il faut dynamiser. Si tu as ton cœur qui est un peu mou, dans ce cas-là, moi je te dirais, c'est pas de la remise en forme qu'il te faut. Tu te projettes dans le futur. Tu te dis, est-ce que tu dois faire du sport? Faut pas en faire pendant 6 mois, c'est assez idiot. Là. À la limite, c'est même contre-productif. Hein. Tu fais juste du sport pendant 6 mois, t'arrêtes. C'est comme ici, là, j'ai un appartement, il est bien bâti, il est en béton armé. C'est un beau bâtiment, une belle pièce. Tiens, je vais bâtir un mur de soutien. Je vais bâtir un grand mur de soutien, je vais le mettre dans l'appartement. Je vais le laisser pendant 2 ans le mur de soutien. Et après, je le casse et je l'enlève. Tu mets un mur de soutien, puis tu le casses et tu l'enlèves et tu le mets plus. Ah ben tout le béton armé, là, il va se fragiliser. Parce que tu auras mis un truc qui le soutient, puis tu l'auras enlevé. Ah ben c'est un peu le truc de la remise en forme. Tu te remises en forme, tu te fais une remise en forme, tu dis ouais je vais faire... Et après tu l'enlèves. Ah, c'est bon, après c'est la catastrophe. Ton corps il va repartir dans le pire, mais 2 fois pire. En 3 fois pire même des fois. Donc, faut se projeter dans le futur. Est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie? Alors, on n'est pas obligé de faire du sport tous les jours, ni d'être champion du monde de pétanque, genre de trucs. Non, on n'est pas obligé. Tu peux te dire, ouais, ce que je veux faire de ma vie, c'est 30 minutes par semaine de sport. Parce que là, ouais, c'est bien. C'est un bon projet de vie. Mais si, il faut vraiment se projeter sur toute ta vie, hein, je pense. Avec peut-être des pauses. Des fois, pendant 2, 3 mois, je ferai la pause, 6 mois. Il faut quand même se projeter pendant 6 mois. Toute ta vie, il faut dire toute ta vie. Est-ce que toute ma vie, je me vois faire 2 heures de sport par semaine? Si c'est oui, ben c'est bien, c'est un bon projet. Si c'est non, non, c'est que temporaire, le temps d'aller. Non, là, dans ce cas-là, tu laisses tomber, on va faire de la guitare. On va faire de la guitare dans ce cas-là. Ça ne servira à rien. Si c'est que pour être beau à la plage, tu vas avoir un problème parce que tu vas rater les deux. Tu ne seras pas beau à la plage, ou belle. Tu ne le seras pas. Tu as 40 ans, tu as un problème de poids, tu ne seras pas beau à la plage. Laisse tomber l'idée. Et en plus de ça, pour la remise en forme, ça ne fonctionnera pas. Si tu te remets en forme, tu fais du sport, et après tu arrêtes. Non, c'est idiot. Ton corps va se casser la gueule. C'est comme une aspiration. C'est comme une aspiration. En gros, l'aspiration en Formule 1 ou en pression, dans un lavabo, tu mets de l'eau, tu mets un bouchon, tu enlèves le bouchon, il y a toute l'eau qui arrive. C'est ce qui se passe après, c'est une forme d'aspiration. Dans le sens où tu fais le sport, puis d'un coup t'arrêtes, paf, t'as aspiré. Aspirer vers le désastre. Le seul moyen, c'est de le faire tout le temps. Tout le temps, ça ne veut pas dire tous les jours. Ça ne veut pas dire à 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire tout le temps, ça veut dire tout au long de l'année, toute ta vie. Régulièrement y revenir. Toujours y revenir. Comme Boileau, j'aime bien citer ce truc, j'adore. C'est un des trucs les plus brillants qui a été écrit. 100 fois sur le métier, y revenir, revenir. Bon, ça veut dire de refaire une tâche pour l'améliorer. On peut quand même appliquer à ça. Tu dois toujours y revenir. Toujours y revenir. Toujours y revenir. Alors, ça fera pas de toi Nadal. Non, ça fera pas de toi Usain Bolt, non. Ça fera pas de toi un grand sportif non plus. Tu ne deviendras pas un grand sportif. Tu ne deviendras pas même un grand sportif local. Ça ne fera pas de toi le grand sportif de ton village, non. Mais ça fera de toi quelqu'un qui a un corps, je veux dire, que tu maîtrises. Un corps qui a un corps qui est capable de faire du sport, capable de faire les choses sur le long terme. Un corps maîtrisé. Et ce corps maîtrisé que tu peux maîtriser ainsi, tu peux le perdre à tout moment. Justement, dès que tu arrêtes, dès que tu arrêteras pendant 6 mois, 2 ans, tu perdras tout. Tu perdras tout. Donc ça sert à rien de dire, il n'y a pas un truc, tiens, je fais ça, après c'est bon. Non. Tu perdras tout, vraiment tout. Tu reviendras vraiment à la case départ. Tu arrêtes, tu reviens forcément à la case départ. Le corps a une mémoire. Par contre, tu reprends et tu reviens rapidement au point où tu étais. C'est comme la flûte à bec, par exemple. Moi, je joue beaucoup de flûte à bec. Je m'arrête de la flûte à bec. En quelques temps, rapidement, je suis au point de départ, je ne sais plus jouer. J'ai l'impression d'être nul, d'arriver à rien sortir. Par contre, je peux en refaire à nouveau. Si je me remets assez rapidement, je retrouve le niveau. Il ne me faut pas 10 ans pour retrouver le bon niveau. Ça revient, mais tu perds tout rapidement. Tout. Tu perds tout. Il n'y a pas d'acquis, il n'y a rien qui reste. Le corps a une mémoire de tout, et il revient
une sorte de position d'équilibre. C'est comme en mécanique, en physique. Les trucs qui peuvent tourner dans tous les sens parce que ça a de l'énergie. T'enlèves l'énergie, le truc qui se met en position de repos, là, son potentiel le plus bas, position de repos, il bouge pas. Parce qu'il n'a plus aucune énergie qui lui permet de bouger dans tous les sens. Hop, il se met tout en bas, il bouge plus. C'est sur le canapé, c'est comme ça que ça se passe. Dans le sens, si toi-même tu donnes pas l'énergie au cœur, si par exemple, dans le métro, tu montes pas les marches à pied, tu prends l'escalator, tu les manges pas, tu montes pas en courant, tu vas. Si y a un peu une forme de dynamisme, quand tu es chez toi, sur ton canapé, je veux dire, à aucun moment donné, le corps va te donner l'impulsion d'être dynamique. À aucun moment donné. Il va chercher toujours le repos et tu t'en rendras même pas compte. Ça sera neutre dans le sens, ça sera passif, ça sera en arrière-plan, ça se passera et te donnera jamais aucune impulsion de faire quoi que ce soit. De... Tu chercheras toujours le plus simple. Je dis pas que c'est bien ou mal, je fais pas de jugement. Moi je fais pas de jugement, je dis pas que c'est bien ou mal. Je parle pour si tu veux, si tu veux faire du sport ou pas. D'ailleurs moi j'aime bien franchement passer des temps sur le canapé, je l'ai souvent fait dans ma vie. Tu fais rien, tu es sur ton canapé, tu es paisible. Souvent je réagis pour me remettre au sport, remettre en forme. Au moment donné où ça devient catastrophique. Mais quand c'est catastrophique, après c'est difficile. Et donc, y a pas, c'est pas, ça n'existe pas dans mise en forme. Ça n'existe pas de tiens, je vais faire 6 mois de trucs. Non, ça n'existe pas. Tiens, c'est tout le temps, tout le temps. C'est la seule méthode efficace, je veux dire. On peut le faire aussi, mais c'est pas efficace. Je dis pas que ça marche pas, c'est local, je veux dire, c'est temporaire. C'est comme prendre un crédit à 4 fois sans frais. Temporairement, tu as de l'argent, mais c'est pas efficace. Temporairement, tu as plus d'argent. Tu prends un crédit, tu prends ton crédit immobilier pour acheter tes courses en 4 fois sans frais. Temporairement, tu as plus de nourriture. Putain, je peux bien me goinfrer aujourd'hui. Ah non, mais c'est temporaire. C'est juste ça. C'est comme ça. Ainsi, moi je préconise d'oublier tous ces trucs là. Dans 6 mois le string, dans 30 mois les abdos visibles, dans 2 ans, non. Non, il n'y a pas de dans 2 ans. Même jamais, dis-toi jamais les abdos visibles. Jamais le string en public, tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, là, c'est que dis-toi que tu peux très bien ne jamais y arriver. Et que c'est pas un problème. Les fesses rebondies dans 6 mois, non, tu peux très bien ne jamais les avoir, les fesses rebondies. Pratiquer le sport tout le temps, être en forme et ne jamais. Je te jure, tu peux très bien faire tout ça, être bien plus sportif que la plupart des abrutis qui sont en string à la plage, et ne jamais avoir les fesses rebondies, ne jamais avoir le truc qui convient. Tu peux très bien avoir un corps totalement mal fichu, de base, avoir des jambes courtes, un buste long, des trucs, et de rien pouvoir corriger avec une masse graisseuse qui n'est pas adéquate, et ne jamais rien corriger, ne jamais rien pouvoir corriger. Mais pour autant être beaucoup plus sportif que la plupart, parce que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui ne vise pas, en fait. Si on dit le sport doit permettre d'avoir des abdos visibles ou des fesses rondes, non, c'est idiot. C'est idiot. C'est-à-dire, tu peux pratiquer le sport sans jamais avoir tout ça. Et ça ne doit pas être l'objectif. Parce que si c'est l'objectif, passe par la chirurgie, c'est plus rapide. Et surtout, comment dire, euh, c'est pas, comment dire, le sport le permet quand même. Je ne veux pas nier que le sport permet d'avoir des abdos visibles, permet d'avoir les fesses rebondies, tout ça. Bien sûr, ça permet. Ça permet dans certaines circonstances. Ça ne l'interdit pas. Ça le permet et on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est préconisé. Je veux dire. C'est vraiment le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen d'avoir un corps sexy. Bien entendu, je ne vais pas nier ça, je ne vais pas nier les évidences. Mais par contre, si c'est ton objectif de le faire du sport pour ça, je pense que tu vas être déçu toujours. Hein, parce que ça dépend de ton point de départ aussi, de ton taux de masse graisseuse. Si tu as un taux de masse graisseuse assez bas au départ, tu es plutôt. Si par contre de départ, tu es une personne extrêmement grasse, avec beaucoup de gras, que tu as un surpoids, que tu es très gras, surtout une question de taux de gras, c'est vraiment ça. Si tu n'as pas un taux de gras. Si t'as pas un taux de gras très élevé, que ton taux de gras est bas, que tu sois gros ou maigre, tu peux y arriver par le sport facilement. Tu fais un petit peu de régime, tu fais un petit peu de sport et tu vas y arriver. Mais si tu as un taux de gras vraiment élevé, comme certaines personnes, moi ça peut être le cas ou d'autres, je peux te dire que c'est vraiment pas une chose facile.
ni en 6 mois, ni en 2 ans, ni en 10 ans d'obtenir quoi que ce soit. Quand ton taux de gras est vraiment très très élevé, c'est vraiment pas quelque chose de facile de passer de ci à ça. Par contre, en revanche, sur le long terme, c'est possible. Il faut te dire que tu t'installes dans un mode de vie à vie. Et le mode de vie, ça consiste en ne pas chercher à tout prix, ne pas chercher à tout prix à avoir ça aussi. Il faut plutôt chercher une performance. Chercher, tiens, j'aimerais pouvoir faire ci ou ça. J'aimerais pouvoir faire la pompe à une main. J'aimerais pouvoir faire ce truc-là. Alors le défi devient plus intéressant, il devient plus drôle, il devient ailleurs. Parce que tu le transportes. C'est comme le marathonien qui court le marathon. Il a 40 balais, il n'aura jamais le corps de Brad Pitt. C'est pas possible en courant dans la rue. Tu fais des sprints, même pas besoin de marathonien, tu fais juste de la course à pied. C'est pas possible d'avoir le corps de Brad Pitt. Même en faisant du bodybuilding, tu prends tous les bodybuilders, tous, tu les prends tous. Même des gros, même des beaucoup plus épais que Brad Pitt. Et ils n'auront jamais le corps de Brad Pitt parce qu'ils sont mal fichus à la naissance, je veux dire. Ils sont moches. Ils sont gros, ils sont musclés, mais ils sont laids. Et même s'ils maigrissaient, qu'ils avaient le même, exactement les mêmes spécifications que Brad Pitt en matière de masse musculaire, de tout, ils seraient laids quand même. Leurs abdos seraient mal placés, leurs pectoraux seraient mal placés, et leur gueule serait mal placée également. Et des fois, la meilleure façon pour leur gueule, ça serait de mettre une frange qui s'arrête là. Et il n'y aurait pas d'autre problème. Et ça serait pas possible. Si par contre tu t'installes dans l'idée, on s'en fout en fait. C'est pas, on s'en fout d'obtenir ça. Même si on le veut, même si on aime ça, on s'en fout. C'est pas l'objectif principal, c'est un objectif secondaire, un objectif que s'il arrive, c'est mieux. Tu vois. Tu te dis ça, tu dis, ok, ça va avoir le corps de Brad Pitt ou le corps de la déesse, Margot Robbie, un truc comme ça, le corps de Margot Robbie. Je dis, ok, d'accord. C'est un truc, on va dire, ça serait une sorte de truc en plus. Si je l'ai, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est chercher une performance. Et une performance, c'est pas un record du monde. C'est style, ouais, ce truc-là, de l'autre coup, je l'ai fait en 10 heures, je vais essayer de le faire en 8 heures, tu vois. Là, je parle d'une escalade d'une montagne, par exemple. Ou l'autre, ou ouais, chemin de randonnée. Ou sinon, tiens, là, ce coup-ci, je vais tenter la pompe sans les mains, juste avec les pieds, voir si j'y arrive. Et un truc comme ça. Mais là, tu te dis, là, t'as un objectif de truc, là, je vais essayer. Et ça veut pas dire performer le concours de celui qui est la plus grosse. Je te dis pas ça, je te dis pas de performer, essayer de battre, au bodybuilding, il essaie de, par exemple, de porter, tiens, moi je fais les 50 kilos développé couché aux haltères, moi je suis aux 60, t'es fou, je suis meilleur que toi, ce genre de truc là. Et si t'es pas aux 50, déjà t'es pas un vrai, on va dire. Si tu portes pas les 50 kilos développé couché aux haltères, bon, c'est pas que t'es pas un vrai, mais t'es quand même en dessous. Sauf que tu vas voir les strongmen et ils vont faire 2 fois ça et ça va les faire rigoler. Et parce qu'à la fin, ils ont tous un niveau médiocre quand même. Ils ont quand même tous un niveau médiocre. Et même les tout meilleurs, des tout meilleurs des mecs qu'on voit sur YouTube, sauf quelques champions, bon, c'est vrai qu'il y a un champion ou deux, mais à part ça, si on enlève le champion ou deux, tu prends tous les meilleurs, surtout en bodybuilding, ils restent quand même assez médiocres. Ils n'ont pas le physique dans Schwarzenegger, c'est pas Ronnie Coleman qu'on voit. C'est pas Ronnie Coleman, c'est pas Schwarzy. Il faut arrêter de déconner, je veux dire. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. C'est pas Schwarzy les types. Bon après, on va dire, ils sont naturels. Leur philosophie, c'est on est naturel. Ok, d'accord. Non mais je suis d'accord là-dessus. Si t'es naturel, d'accord. Bon, si t'es naturel, je comprends que tu sois pas Schwarzy. Je comprends. Hein. Sauf que moi, je vais être Schwarzy en étant naturel. C'est la différence. Bon. Enfin, ça c'était pour. Ok, c'est le côté mental. Non mais c'était pour frapper, voir si ça répond. Après, je les considère meilleurs que moi, donc c'est pour rigoler. Parce que je dis qu'ils sont totalement nuls, mais je les considère meilleurs que moi pourtant. Hein. Je les considère plus compétents, plus performants, mais c'est leur métier. Hein. Je me fous de leur gueule, j'envoie des pics, mais c'est leur métier, je les considère meilleurs que moi. C'est comme le professeur de maths à l'université, tu vas, tu es son élève, il est meilleur que toi, tu peux se foutre de sa gueule, dire qu'il sera jamais prix Nobel, c'est vrai, mais ça reste quand même un prof d'université de maths, bon, il reste bon. Hein. Après, c'est vrai que ça sera jamais Évariste Galois, le prof de maths. Bon, c'est comme ça, je veux dire. Bon, il reste bon, je veux dire, on va pas nier qu'ils sont pas, ils sont bons quand même. Mais je veux dire, c'est pas les champions de l'univers. Ça, c'est pour le double discours, hein, histoire de redresser un peu. Ça, on a un petit peu les deux versions, parce que des fois, on est un peu extrémiste d'un côté. Moi, j'aime bien quand on est un peu extrémiste d'un point. Dire, oh, c'est bon, là, j'étais un peu excessif. On ramène un petit peu en bas. Mais après, revenons au sujet de départ. Donc, le fait de la performance, voilà.
Je dis pas quand je dis pas la performance, chercher une performance, je dis pas qu'il faut à tout prix essayer d'être meilleur, qu'il faut à tout prix chercher le. Tu sais, il a fait 50 kilos haltères, moi je dois faire 60. C'est pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est que moi, par exemple, je m'entraîne pas du tout à 50 et à 60, j'en ai totalement rien à cirer. Je veux dire. Mais pour autant, non, je n'ai pas rien à cirer. Donc c'est pas ma priorité. Moi, si je pouvais faire les 60 kilos haltères, je serais content. Je ne veux pas le dire, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, quand je dis chercher une performance, c'est pas à tout prix non plus. C'est tu t'installes dans un programme, il est là, il faut vraiment y aller doucement, savoir qui on est justement. Il faut dire si t'es pas si t'es pas un, si t'es pas un cheval de course, faut éviter de te prendre pour un cheval de course. Faut savoir qui tu es. Moi, je sais que je suis pas un cheval de course. Je sais que je suis pas un strongman. Je sais que pourtant je suis costaud quand même de nature, mais je suis pas strongman. Je sais que de nature elle était beaucoup beaucoup plus costaud que moi. Et je vais pas jouer au type tiens je peux porter plus lourd que toi. Non, je sais que j'y arriverai pas. Je sais que j'en suis pas capable. Il y a un seul truc où je peux être bon. Je m'en suis rendu compte. Il y a un seul exercice où je pourrais être extrêmement bon. C'est les dips, je pense. En dips, j'ai jamais eu de difficulté à faire le moindre dips. Jamais une fois. Le maximum que j'ai porté, c'était 55 kilos en lest. J'avais pas de difficulté particulière. Et j'ai arrêté parce que sinon la machine elle allait casser parce qu'elle était, c'était le poids limite avec mon poids. J'ai jamais trop testé au-dessus. J'ai jamais eu de difficulté au 10. 55 kilos, j'aurais plusieurs reps, pas une seule rep. Je faisais 8-10 reps et encore ça forçait pas. Je prends naturellement des triceps, extrêmement facilement des triceps. Donc j'ai jamais connu de difficulté au dips. Un autre point où je suis très fort, où je prends extrêmement facilement de la masse musculaire aux jambes alors que je fais rien. Je veux dire. En squat ou en squat ou les autres exercices de jambes, je porte pas lourd du tout. Je porte rien du tout parce que chez moi j'ai pas de machine à squat, j'ai pas de barre, j'ai rien du tout, j'ai aucune barre de quoi que ce soit, j'ai que des haltères, et j'ai fait des fentes avant et je porte et je prends énormément de muscles aux jambes naturellement, sans rien faire. C'est de nature. Déjà je m'étais rendu compte quand j'étais adolescent. Je dis tiens c'est bizarre, j'ai dit ça à mon père, je me rappelle à l'époque, tiens c'est bizarre quand même mes jambes elles sont grosses, elles grossissent. Euh, et c'est vrai que je prends naturellement beaucoup de muscles aux jambes. C'est naturel. Et c'est même pas du gras, c'est pas de la graisse que je prends aux jambes, c'est vraiment du muscle. Et je prends aussi de la graisse, mais pas plus qu'ailleurs. Je prends énormément de muscles aux jambes. Des fois je peux atteindre des tours de jambes, je veux dire, qui sont de compétition, style 70 cm, sans rien faire, puis sans forcer, sans faire du hack squat, sans avoir une machine à presse à cuisse, ce genre de conneries. En foutant rien, je veux dire, en foutant rien, mes jambes, naturellement, elles grossissent. C'est comme ça. Donc j'ai triceps qui grossissent comme ça, et les jambes qui grossissent comme ça. Et là-dessus, je pourrais être très bon, mais je cherche même pas à le faire parce que c'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif, donc je le fais pas. À la limite, avec des jambes comme j'ai, là, peut-être que le sport qui me conviendrait, ça serait la poursuite à vélo, là, où les types, ils ont des jambes gigantesques. Peut-être que c'est le sport qui me conviendrait le plus, j'en sais rien. Enfin, les triceps, je pourrais être très bon au dips. Je sais même pas en fait. Et surtout que j'ai arrêté, en plus de ça, j'ai arrêté les triceps. Justement parce que ça développe beaucoup. J'ai arrêté les dips, je veux dire, j'ai arrêté les dips. Justement parce que ça développe beaucoup trop mes triceps. J'ai jamais développé le moins de pectoraux avec les dips d'ailleurs. Ça n'a jamais marché chez moi. Ça développe trop mes triceps et ça me fait mal à la clavicule. Et ça me fait mal à la clavicule à cause de la manière dont je portais le lest et qui n'était pas adéquate. Et si j'avais porté le lest différemment, de manière conventionnelle, j'aurais pas eu mal. Moi, je portais le lest sur un sac à dos. Ça m'a légèrement abîmé la clavicule. Donc je préconise de porter le lest façon conventionnelle avec une ceinture si vous faites des dips ou n'importe quoi, comme tout le monde. Moi je fais pas toujours comme tout le monde. Bon, c'est une question de, je fais comme je peux aussi. Je m'organise comme je peux. J'ai pas, alors comme tout, moi c'est la démerde et je fais comme je peux. Je teste des trucs et si ça marche pas, ben je change. Un jour je passerai comme tout le monde à la ceinture à l'est avec les trucs. Mais c'est un peu tard pour la clavicule. Là. Bon, alors, ça va beaucoup mieux la clavicule, ça se répare. J'ai utilisé un petit peu une méthode qu'a écrit de Lavier sur une de ses vidéos, ça marche assez bien. Au lieu de descendre avec des dips, je pousse avec des développés. Ça marche assez bien. La clavicule ne me pose pas de soucis, mais pour l'instant j'arrête quand même les dips, ce n'est pas refait. J'étais assez doué là-dessus. Et donc quand je disais la performance, s'installer dans la performance, donc c'est pas le culte de la performance, c'est pas chercher à tout prix à se dépasser. C'est pas le dépassement de soi. Même ça, j'y crois pas forcément au dépassement de soi. Je crois pas forcément au dépassement de soi ni au dépassement d'autrui. Je crois juste s'installer dans un programme qui vise des objectifs où on essaie de progresser. Et c'est pas obligatoire d'ailleurs de progresser. Dans le sens, des fois il faut régresser, des fois dire bon là c'est bon, là ça marche. Par exemple les dips, ok, ça c'est un souci. J'ai beau être bon, j'ai mal à la clavicule, donc j'ai fait autre chose.
Et le principal, c'est juste d'avoir un truc construit qui nous permet de progresser globalement vers un objectif qui doit être un objectif qui n'est pas humble ou qui n'est pas modeste, mais qui est réaliste. Dans le sens, on sait ce que l'on est. On dit, moi, je peux faire ça, je vais essayer de faire ça. On essaie d'avoir des objectifs réalistes. On peut viser un peu plus que le réalisme, si on est optimiste, ou un peu moins, si on est pessimiste, et on ne doit pas se prendre la tête là-dessus. Il faut juste éviter de faire l'erreur, qui est une erreur gravissime selon moi, de viser soit beaucoup trop haut, soit beaucoup trop bas. Si on vise beaucoup trop bas, on se gâche un petit peu sa propre vie. Et si on vise beaucoup trop haut, on va avoir des ennuis. Quand on vise beaucoup trop haut pour ce que l'on est, on va avoir des ennuis déjà par soi-même, parce qu'on n'y arrivera pas et qu'on va se démoraliser. Mais parce que les autrui, là, ils sont beaucoup trop hauts, ils vont dire putain, il nous fait chier, là. Il prétend qu'il est comme nous alors qu'il n'est pas comme nous. Et des fois, ils ont raison. Hein. Des fois, ils ont raison. Tu sais, quand t'as le blaireau qui va dire qu'il est comme toi alors qu'il n'est pas comme toi, ça les emmerde. Ils ont un peu raison quand même. D'un coup, tu dis, ouais, c'est bon, je me suis réveillé, je suis champion de tennis. Non, non, t'es pas champion de tennis, s'il te plaît, réveille-toi. Là. T'es pas champion de tennis. Il y en a, ils sont champions de tennis, toi, tu l'es pas. Assis, s'installer dans le sport toute une vie, comment s'installer à la musique toute une vie, dans un projet réaliste quand même. Le projet réaliste qui vise, qui donc consiste à penser ou à se dire à soi-même ou avoir pour projet juste d'être la personne que l'on peut devenir et que l'on veut devenir. C'est ça. Quand on dit deviens qui tu es, c'est un peu ça, mais c'est construire qui tu es et c'est surtout le construire de manière réaliste en fonction de ce que l'on peut faire avec les capacités qu'on a. Si on les a pas, on peut quand même les obtenir, si c'est accessible. Des fois, on n'a pas les capacités, on peut quand même progresser, on peut même changer, on peut même progresser de marche en marche, aller beaucoup plus loin que ce qu'on croyait. Mais il faut rester réaliste et surtout le faire sur une longue durée. Parce que si tu apprends Wonderwall à la guitare pendant 6 mois, qu'après tu laisses tomber, bah ça te servi à quoi dans la vie? À apprendre Wonderwall à la guitare? Et dans 6 mois, et dans 2 ans, tu dis ouais, mais comme j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ouais, non, mais est-ce que tu peux le refaire? Si tu peux le refaire, ouais, pourquoi pas? Si tu t'en rappelles. Si plus tard tu t'en rappelles, ça fait une expérience. Moi, par exemple, souvent, je laisse tomber les trucs, je les reprends plus tard. La batterie, par exemple. J'ai fait de la batterie longtemps, puis j'ai laissé tomber longtemps, puis j'ai repris longtemps, puis j'ai relaissé tomber longtemps. Est-ce que c'est positif comme méthode ou pas? Je crois pas que ce soit très positif de faire ça. Je pense tous ces efforts, des fois, je pense que c'est du gâchis. J'ai fait longtemps de la batterie, j'ai laissé tomber. Puis quand j'ai dû reprendre la batterie quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, d'abord j'ai fait 5-6 ans de batterie, on va dire, puis j'ai laissé tomber 5-6 ans, puis j'ai refait 5-6 ans de batterie et j'ai à nouveau laissé tomber. La deuxième fois, franchement, j'étais sur la batterie, je me dis putain, merde, j'y arrive plus, là, c'est plus comme avant. Eh ben oui, ça a été dur, hein, ça a été dur de s'y remettre. À la fin, j'étais content de moi, puis j'ai à nouveau tout perdu. Aujourd'hui, on me remet devant une batterie, j'ai à nouveau tout perdu. Par contre, je sais que ça reviendrait plus rapidement que la fois où j'ai dû refaire. Donc c'est pas quand même pas si négatif. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la vie. Et dans le sport, comme en tout. On fait une activité, puis on laisse tomber, on la reprend plus tard. Et, euh, et souvent, on doit laisser tomber les choses. Quand même. On ne peut pas tout faire en continu. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on veut faire d'autres activités. Des fois, tu fais du basket, puis tu passes au tennis, puis tu passes au water polo, puis tu passes à l'aviron. Et quand tu reprends le basket, ben c'est passé 6 ans. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait du basket, tu mets plus rien. Tous les paniers, tu les rates. C'est comme ça. Donc c'est pas totalement négatif si on continue. Si dans 2-3 ans je reprends la batterie, c'est positif. C'est pas quand j'en fais plus du tout, c'est un peu con. Mais c'est pas très très grave après. Je pourrais me dire bon, je savais faire de la batterie, je sais plus. Des fois on est obligé d'arrêter les trucs. C'est comme ça, on peut pas tout faire tout le temps, tout le long. Mais il faut savoir que là, la batterie, j'ai pas tout perdu non plus. J'ai perdu beaucoup de trucs. Euh, Surtout comment dire, la régularité, bon, technicité, bon, ça se perd. Il a récupéré, il faudra au moins 2 années de batterie à fond pour récupérer le niveau de batterie. C'est ainsi. Bon, c'est comme ça. Et donc, tout ça pour dire le développement, tout ça, ça va peut-être une longue vidéo parce que je suis bavard aujourd'hui. Euh, le développement sur la longue durée, il faut juste avoir son projet. Genre, son projet, il ne faut pas l'oublier.
Pendant que j'ai arrêté la batterie, est-ce que mon projet c'était d'arrêter de la batterie? Pas forcément d'ailleurs. Moi c'est plutôt contraint, j'ai arrêté la batterie de manière contrainte. C'est pas simple de s'y remettre en appartement, je fais déjà assez le boucan, j'ai la moitié du temps. Moi, j'aimerais refaire de la batterie, il faut que je m'installe dans une maison et que j'ai du temps pour le faire en plus, il faut affecter du temps. Moi mon projet ça serait d'en faire. Et d'ailleurs je pense que la batterie c'est l'instrument du passé, c'est pas l'instrument moderne. Et mon projet c'est quand même d'en faire parce que sans faire j'aime bien, ça me détend. C'est comme j'aimerais faire de la boxe. J'aimerais faire de la boxe. J'aimerais faire du kung-fu. J'aimerais faire de la course à pied dans la forêt. J'aimerais courir dans la forêt. J'aimerais faire du. J'aimerais faire du. Comment ils appellent ça là, qui balance des tonneaux, là, des roues de voiture là. Du, du, du truc, je sais pas quoi. Bon, vous savez de quoi je parle là. Le, le crossfit, ouais, j'aimerais faire du crossfit, j'aimerais faire de la natation, j'aimerais monter dans les montagnes et descendre, j'aimerais faire de l'alpinisme, j'aimerais faire de l'escalade, j'aimerais faire du rafting. Bon, on aimerait tout faire, plein de trucs, hein. Et quand je dis ça, j'aimerais vraiment le faire, genre. Mais quand je pense à toutes les choses que j'aimerais faire, mais vraiment, que j'ai la motivation, que c'est pas seulement tiens, non, que j'ai la motivation de le faire, j'aimerais faire de la physique quantique, j'aimerais faire de la chimie, j'aimerais faire de la littérature, j'aimerais lire de tous les romans, j'aimerais. Quand je pense à tous les trucs que j'aimerais faire, que j'aimerais vouloir pouvoir faire, genre, il me faudrait 100 vies pour les faire. Donc tôt ou tard, il faut faire des choix et c'est très difficile. Et parmi tous ces choix, des choses à faire qui sont si difficiles, pour moi, il n'y en a pas une seule fois où je me dis, tiens, je vais faire 6 mois de trucs comme ça juste pour passer le temps. Je vais faire 6 mois d'une activité puis je laisse tomber. Non, non, tu fais pas 6 mois. Moi, je fais l'activité, je la fais pendant au moins 5 6 ans et après, je laisse tomber à 5 6 ans. Mais tu fais 6 mois de. Non, 6 mois de quoi? Tu vas faire 6 mois de danse éthiopienne pour apprendre. Non. Sauf si tu es danseur professionnel, ça te suffit pour la formation pour tout comprendre, pourquoi pas. Et si tu ne fais jamais de danse, tiens, je vais faire 6 mois de danse éthiopienne parce que c'est une activité drôle. Et après ce que je vais faire 6 mois de violoncelle. Et après les 6 mois de violoncelle, je vais faire 6 mois de cours de cuisine, c'est ça? Ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Personne ne se dirait, tiens, la personne, elle saura danser la danse éthiopienne, elle saura faire de la cuisine. Non, personne, ça mène absolument nulle part. Ça, c'est un truc perdu. Par contre, si tu fais 6 ans de danse éthiopienne, je sais même pas si ça existe, mais j'imagine que ça existe, hein. Si tu fais 6 ans de trucs comme ça, qu'après tu fais 6 ans de. On avait dit quoi en second? Je me rappelle plus. Bon, le truc qu'on avait dit en second là. Puis 6 ans de cuisine. Là, par contre, à la fin, tu sauras danser le truc, tu sauras faire la cuisine, tu sauras faire le truc. Même si tu arrêtes, que tu parles à la plupart, quand même, tu auras les souvenirs de savoir le faire. C'est tout, hein. C'est juste ça. Parce que même à la fac, dire qu'on fait 6 mois d'un module, et ça c'est mal fichu, hein. Tu fais 6 mois d'un module à la fac ou à l'école, tu sais très bien qu'après tu t'en rappelles plus, quoi. Personne ne s'en rappelle jamais de rien du tout. Il y en a, ils savent même plus, plus rien faire de tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est comme ça. Tu fais 6 mois, non, en 6 mois, tu n'apprends que des bases, et des bases en plus que tu perds. Parce qu'en 6 mois, tu n'apprends toujours que des bases, et c'est des bases que tu perds, parce que les bases, il faut toujours y revenir, ça se bosse toute une vie, les bases. Les bases, c'est toute la vie qu'on les bosse. Les bases, même les choses les plus simples, des bases, il ne faut pas les bosser 6 mois, il faut les bosser 40 ans, les bases. Les bases, c'est toujours qu'on les fait. Les bases, on les fait toujours. On revise toujours les bases. En tout domaine, les bases, il faut toujours les réviser. Toujours. Toujours revoir les bases, toujours, toujours. Les bases, c'est toute la vie. Parce qu'on les perd tout le temps. Même quand on pratique la chose toute sa vie, les bases, on finit des fois par les perdre. C'est étonnant, mais c'est bizarre. Alors que, bon, des fois c'est l'inverse. Des fois on va dire, ouais, les bases, c'est bon, c'est acquis. Et c'est vrai que d'une certaine manière, moi, quand je pense à mes études, je me dis, tout ce que j'ai appris là, ça c'est acquis parce que, par exemple, tout ce que j'ai appris en première année, c'est acquis parce que j'arrive pas à l'oublier, parce que c'est comme ça. C'est c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les bases, quand elles sont bien acquises, quand tu les as bien acquis, après c'est solide, c'est là. C'est parce que tu as fait le travail pour bien les acquérir. Si au départ, préalablement, au départ, tu as bien acquis les bases, tu as commencé solide. Mais quand même, tôt ou tard, faut s'y reconfronter régulièrement pour se rappeler que c'est ça, que c'est ci, que c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'une base pas solide, elle n'est pas solide tout le long, hein. Je veux dire, tout le long, elle n'est pas solide. Et il y a toujours un point de fragilité dans les bases qu'on a appris. Si on a vraiment appris les bases de manière très, 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 très solide, c'est comme l'orthographe, voilà, orthographe à l'école. Ça, c'est un bon exemple. On arrive à l'orthographe, on est tous bons. On arrive en classe de troisième, on a tous appris l'orthographe. Et là, ils sont nuls en classe de troisième. Il y en a, ils sont bons à l'orthographe. On a quand même tous appris pendant toute l'école primaire et tout le collège l'orthographe. Et la grammaire. Et pourtant, même les meilleurs en classe de troisième en orthographe,
Tu les retrouves 10 ans plus tard, il y en a qui sont nuls. Il y en a, ils ne savent plus rien faire. Parce que c'est des bases que si tu les révises pas, tu les perds. Alors que c'est des bases que l'on voit tous les jours, qu'on utilise tous les jours, l'orthographe. Qu'on utilise partout. Que tout le monde utilise au quotidien. Tout le monde lit, tout le monde écrit. Tu retrouves les meilleurs de classe de 3e. S'ils ont pas eu des boulots où leur demander de faire de l'orthographe, style des boulots par un informaticien, des trucs comme ça, tu trouves les informaticiens, mais ils sont matrixés là-dessus. Les informaticiens ou les boulots comme ça, qui sont pas du tout littéraires, où on n'écrit rien du tout, tu les retrouves plus tard, ils savent plus faire d'orthographe. Ils font des fautes d'orthographe partout. Pas tous, mais beaucoup. Alors qu'ils étaient très bons en classe de 3e. Là-dessus. C'est ce qu'on appelle les bases. Les bases, c'est toute sa vie qu'il faut les réviser. Toute sa vie, parce que sinon on les perd. C'est ainsi que tu fais 6 mois, tu n'apprends rien du tout. Parce qu'en 6 mois, tu n'apprends que les bases. Et c'est pas le temps qu'il faut pour apprendre les bases. Pour apprendre les bases, il faut au moins 3 ans, ou 1 an, ou 4 ans pour apprendre rien que les bases. Les bases, quand on fait par exemple un entraînement qui mène à la ceinture noire, de karaté ou des trucs comme ça, disons à 5 ans, tu peux avoir. Si tu fais 5 ans de karaté, tu fais 5 ans d'apprendre les bases. Tu fais 5 ans au conservatoire, tu fais 5 ans au conservatoire, tu fais 5 ans où tu apprends les bases. C'est 5 ans, lui. Le mec, il sort, même avec le diplôme du conservatoire, tu n'as appris que les bases. Dans le sens, c'est bon, même quand tu as le diplôme de Master 2, tu as le diplôme des bases, voilà. Tu as appris les bases. Quand tu as ton diplôme de Master 2, tu as les bases. C'est tout, juste les bases. La vraie vie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Toi, ton diplôme d'école de sport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tu le sais le jour où tu dois affronter toujours le même Nadal. Tu vas affronter le Nadal au tennis. Et là, tu dis, putain, merde, c'est vrai que j'ai que les bases, j'ai rien d'autre. Ben oui, t'as que rien d'autre. Parce que la manière dont la balle se déplace, ce truc-là, c'est millimétré. Et c'est pas avec les bases que tu l'apprends. C'est en répétant le coup 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois pendant 10, 20 ans. C'est en 10 ans que tu l'apprends, en 15 ans, en 20 ans. C'est pas en 3, 4 ans. C'est comme ça. Ainsi, le développement personnel, la remise en forme, les 6 mois, les trucs comme ça. Je dis pas que c'est nul. Je dis que c'est souvent, même se tirer une balle dans le pied, ça peut aider si tu es vraiment très rapide, que tu percutes vraiment bien, que tu mémorises tout. Et sinon, il faut s'inscrire tout le... Selon moi, ça engage comment. Il faut s'inscrire dans le temps long. Faut. Là, je dis faux, là, j'aime pas dire. Il faut. Vous faites ce que vous voulez. Je donne pas d'ordre. Il n'y a pas de il faut pas. Je donne pas d'ordre. C'est une façon de parler, c'est un langage. Je suis un peu matrixé moi aussi. Mais... Bon, ça, je m'installe moi dans le temps long. Je vous conseille ou pas, d'ailleurs, je conseille rien du tout. Vous installez dans le temps long, un temps très long. Tu vas écrire une symphonie, tiens, c'est pas assez. Tu vois, ah non, mais Beethoven, il a écrit son symphonie, il a mis 3 jours, ou il a mis un mois. Il a fait en un mois. Et Mozart, il a fait une demi-journée de son truc, ouais. Mozart, il a fait une demi-journée. Mais toi, tu vas le faire, ça te met 20 ans pour le faire. Il faudra 20 ans pour écrire ta symphonie. Il te faudra 20 ans. Parce que d'abord, tu dois tout apprendre. D'abord, tu dois tout apprendre avant d'écrire la symphonie. Et tout apprendre, ça met 20 ans. Ça met 10 ans, certaines fois. Ça met 10 ans ou 20 ans. Ça dépend si tu es pressé ou pas. Mozart, ça lui a fallu 10 ans pour être bon. Il arrive à 17 ans. À 17 ans et demi. On dit ça pour les jeunes puceaux. 17 ans et demi. Il n'était pas puceau hier, Mozart. Il avait baisé à 3 ans et demi, je crois. Mais il arrivait, bah, il était précoce. Il arrive à 17 ans et demi. Mozart. Il sort une symphonie. Il y a une symphonie à 17 ans et demi qui a tombé par terre. Je crois que c'est la 25 ou... Tu sors ça, tu dis merde putain, c'est qui ce type? C'est impossible de faire ça. À 17 ans et demi, il tue tout le monde est mort. Il arrive à 10... Alors qu'il était connu déjà. C'était une sorte de Michael Jackson de l'époque. Il était connu. Là, il sort même pas son Billie Jean. Il sort tout de suite son thriller. Là. Ça, c'est un thriller, ça. Ils sont tous morts. Il fait son moonwalk. 17 ans et demi. Il y a un cas sur 10 millions que ça arrive. Alors, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Il a réussi à tout apprendre en 10 ans. Là. On va dire 10 ans. Il a commencé à 5-6 ans. Et 17 ans, il arrive, il est prêt. Paf. 10 ans, c'est bon. C'est comme Nadal. Nadal arrive à 17-18 ans. Paf, il est prêt. La plupart du temps, ça n'arrive pas. Au tennis, la plupart du temps, ils arrivent à 23-24 ans. Ils sont bons à 23 ans. Avant, ils n'y arrivent pas à 18. Ils sont pas assez mûrs. Après, on a Beethoven. Sa première symphonie, Beethoven. 30 ans. 30 ans, Beethoven. Il arrive à 30 ans. Il n'a pas commencé beaucoup plus vieux que Mozart. C'était une sorte de petit Mozart, Beethoven. Son père, il avait voulu en faire le petit Mozart.
Il avait fait pareil que Mozart, il avait fait tourner partout. Regardez, mon enfant, c'est un petit génie. Son père alcoolo. Et ça n'a pas tellement fonctionné sur Beethoven là-dessus. Parce que Beethoven, justement, il s'en foutait. Là. Il s'est inscrit dans un temps long, Beethoven, il n'était pas pressé. Il dit, bon, c'est bon, on a le temps quand même. Première symphonie, 30 ans, Beethoven. 30 ans. C'est pas... Bon, après, on a Bach, lui, ses premières symphonies, il était déjà à 90 ans. C'est vrai, bon, Bach, c'est Bach, bon. Je dis des conneries, mais bon, on avait quelques vieux vislards, je dirais, à l'époque, bien sûr. C'était des vieux monsieur, là. Ils aimaient bien euh, se toucher le piano un petit peu, bien sûr. Euh, mais dans leurs églises, là, ah ouais, dans sa, dans sa chapelle, Bach, hein. Il aimait bien le tâter son clavier. Hein. On l'a visionné, ça, il aimait bien tâter son clavier dans sa chapelle. Hein. Mais c'est Bach, ce vieux vice-là. Et Beethoven, donc 30 ans. Donc à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il faut être à 16 ans pour commencer la musique. À l'époque, donc c'était admis que les vieux monsieur fassent de la musique. De nos jours, c'est un peu moins admis que les vieux monsieur fassent de la musique parce que c'est les grands vislards, c'est aux petits jeunes de faire de la musique. Bon, à l'époque, c'était moins imposé quand même. Le petit vieux pouvait faire de la musique. Mais quand même, Beethoven, on l'attendait plutôt que ça. Dans le sens, il faisait des trucs, entre-temps, il n'a pas glandé, entre 20 et 30 ans. Mais il était pas comme... Mozart est mort à 35 ans. Mozart, c'était pomme. C'est le club des 27 de l'époque. Hein. Vu que c'était des Vislards, bon, le club des 27 à l'époque c'était 35. Putain, il est mort à 35 ans. Le club d'aujourd'hui c'est 8 ans de moins. Bon, c'est comme ça, c'est un drop de 8. Là. Mais là, Mozart 35, putain, il est mort à 35, ça craint. De jour, le mec qui est mort à 35, tout le monde dit putain, il est mort assez vieux celui-là quand même. Hein. Ah, c'est pas les mêmes drogues. Hein. Et alors, Beethoven, il s'inscrit dans le temps long. Dans le temps long, mais vraiment long. Lui. Mozart, il a fait une cinquantaine de symphonies. À l'âge de 35 ans, il est mort, il en a écrit peut-être 60 de symphonies. Beethoven, il en a écrit 9. Et les deux premières sont ratées en plus. Il écrit la première à 30 ans, elle est nulle. La deuxième, elle est nulle. Enfin, elles sont nulles. Elles sont pas mémorables. Personne n'écoute jamais la première, la seconde symphonie, je crois pas. C'est à la troisième qu'il arrive, la troisième. La troisième, c'est la symphonie des 25 de Mozart, c'est pareil. C'est le même type de truc. Il arrive, il sort son thriller. Symphonie numéro 3. Symphonie numéro 3 de Beethoven. Il faut que je me revienne en tête, là j'ai un petit trou de mémoire. C'est. Bon, ça revient pas. Mais c'est un beau truc là. On a le violon, la flûte là qui se partagent le truc là. Et on a un thème qui est repris, puis ça repris par un autre instrument, puis un autre instrument, puis un autre. Eroica, ça commence. C'est limpide, genre, ça commence de manière limpide. La limpidité, on va partir là-dessus maintenant. La limpidité, le fait que c'est limpide, c'est là qu'on voit que c'est beau, que c'est réussi, une œuvre d'art, c'est quand elle est limpide. C'est quand il n'y a pas de maquillage. Quand il n'y a pas de maquillage, que c'est limpide, que tout vient naturellement. Qu'on ne cache pas le truc sous la peau. On voit qu'il n'y a aucune poussière cachée sous le tapis. Il n'y a rien du tout qui est rafistolé, c'est limpide. Le thème arrive, il est limpide, il n'est pas rafistolé, on voit qu'il n'y a aucun trucage. Tu le joues limpidement, le truc il est. C'est valable pour la 25 de Mozart, c'est valable pour la 3 de Beethoven. C'est limpide, ça arrive naturellement. C'est si naturel et si limpide que souvent c'est beaucoup de travail qui donne ça. Mais c'est comme un riff de guitare qui est si bien manigancé qu'il arrive, c'est naturel. Tu dis ouais, c'est naturel. En fait, il n'y a rien de naturel à ça. Il n'y a absolument rien de naturel aux choses naturelles. En musique, c'est pas naturel. Faire un truc comme ça, c'est pas naturel. Et ça demande tellement de travail, de remise en question, de penser le truc pour le simplifier, pour le dénaturer, pour l'épurer, pour le rendre propre et limpide, que c'est pas naturel. Parce que naturellement, personne n'est capable naturellement de faire quelque chose d'aussi limpide naturellement. Il faut le travailler énormément. Ça se travaille énormément. Donc tout ce qui semble extrêmement naturel, et c'est valable énormément pour les physiques ou les choses comme ça, c'est extrêmement travaillé dans le sens, ça demande beaucoup de travail. En flûte à bec, par exemple, ou en violon, chez un musicien, interprétation musicale, quand un musicien te semble extrêmement naturel, son jeu vient naturellement, c'est beau, c'est naturel, que c'est pas triché, que ça semble facile, ouais, ça semble facile, tu vois. Ça donne envie même de prendre l'instrument, de faire pareil que lui. Si c'est vraiment naturel, que ça vient extrêmement naturellement, qu'à l'écoute c'est naturel, c'est ce qu'on préfère tous. Quand c'est très naturel, c'est ce qu'on préfère tous, que c'est pas forcé, que ça vient naturellement, c'est ce qui est le plus dur à faire, et ça demande beaucoup de travail, donc c'est tout sauf naturel.
Et c'est ce qui est recherché par tout le monde. Tout le monde cherche le naturel. Et la limpidité du truc, la limpidité des riffs de la 25, là, 25 ou 29, je crois que c'est 25, peut-être c'est 29, hein, de Mozart. C'est soit 25, soit 29, j'ai des fois un trou de mémoire, il a tellement sorti de trucs. Peut-être 29 ou 25, je sais plus. De Mozart et la 3 de Beethoven. La limpidité de l'écriture, c'est un peu similaire à certains grands morceaux de pop musique, qui également, eux, cherchent la limpidité de rap moderne, de rap commercial, qui cherchent, quand c'est vraiment mainstream. Quand c'est pas mainstream, des fois c'est chaotique, mais le truc vraiment mainstream qui plaît à tout le monde, le morceau bien. Souvent c'est extrêmement limpide, c'est extrêmement simple. On écoute l'arrangement, c'est extrêmement simple. Un truc, là, il y a un riff de musique, il y a un truc qui est une petite batterie là qui fait poum plash. T'as une voix, c'est extrêmement bien passé, c'est très limpide, c'est mixé de manière limpide et ça arrive. C'est tout sauf brouillon. Voilà. L'inverse de limpide, c'est le truc brouillon. Le truc brouillon, c'est quand c'est cacophonique et qu'il y a 12 instruments, qu'on en met un pour cacher le fait qu'il y en a un autre qui joue mal. C'est comme les orchestres d'enfants. On a un orchestre d'enfants qui va faire un concert. Plus ça fait du bruit, plus on peut cacher le fait qu'il y en a qui jouent mal. Ah ben c'est ce qui se passe. Et quand ta musique ça ressemble à ça, qu'il y a énormément d'arrangements, énormément de musiciens, qu'il y en a beaucoup trop, que c'est beaucoup trop travaillé de plein de trucs, qu'il y a beaucoup trop de choses, c'est pas forcément mauvais, mais souvent ça semble pas naturel. Et dans bien des cas, ça sert à cacher la poussière sur le tapis, le fait que le truc n'a pas été travaillé suffisamment pour que ce soit limpide. C'est brouillon. C'est comme ça. Donc, on est parti de la musique et du sport, on finit à la musique. Est-ce que j'ai l'équivalent en sport? Oui, bon, bien sûr. Le lift de Nadal, toujours pareil. C'est tellement bien travaillé, personne ne sait le faire, le truc pareil. Le truc, la balle, elle arrive, là, tu vois, que putain, avec son bras, là, qui fait le lasso, là, comme ça. Personne ne saura jamais imiter ça, même pas les profs de sport. Ils essaieront enfin, il y en a qui savent l'imiter, je pense, qui ont appris, mais comme il y a des imiteurs de Michael Jackson, mais c'est un truc, c'est unique quand même. C'est comme le moonwalk, c'est unique, c'est travaillé. Le mec, il arrive, il fait son truc, c'est extrêmement travaillé. Et ça veut pas dire que. D'ailleurs, il y a un type qui avait fait le moonwalk avant Michael. Il avait fait le moonwalk avant Michael. Il a marqué personne avec son moonwalk. Je veux dire, il n'a pas marqué grand monde. C'est pas tout de savoir faire un mouvement, faut le rendre unique. Faut lui mettre la touche en plus qui fait que tout le monde se dit putain le truc. Parce que le lift, Nadal, il n'a pas inventé le lift. Hein. Il y a eu des lifts avant. Il y en a eu, mais c'est comme ça. Il y en a un qui arrive, il prend le même mouvement que tout le monde, la même chose que d'autres. Il en fait un truc que tu vois, tu dis putain. Ça, tu l'obtiens pas en 5 ans, tu l'obtiens pas. Tu l'obtiens en travaillant comme un cul tous les jours pendant 10 ans ou 15 ans. C'est comme ça. Et voilà. Et certainement pas en 6 mois. Certainement pas en 6 mois. Sauf si tu as des bons produits de drogue. Oui, non, mais avec de la drogue, non, mais c'est pas pareil. Du clenbuterol, c'est un truc comme ça. C'est ça qu'on utilise, je crois. Les stéroïdes, là, des trucs. Ouais, c'est bien ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faudrait faire une sorte de piqûre. Tu fais une piqûre dans le ventre, là, avec de l'acide qui dissout de la graisse, ça dissout tout, là, tu vois. Paf. Ce serait bien d'inventer ça. Ouais, voilà. Allez, à plus tard, un de ces jours.